Bienvenue. L'évaluation diagnostique des enseignants ACE, agents contractuels de l'État, reversés de la promotion 2008, a été organisée ce samedi 24 août 2019 sur l'ensemble du territoire national. Entre résistance, appel au boycott et menaces de radiation, l'examen s'est déroulé sans incident majeur. Les centres de composition ont été très tôt militarisés. Et au soir de cette journée de composition, on annonce plus de 75% de taux de participation. La guerre, bien évidemment, des chiffres a été déclenchée. Le gouvernement annonce une session de rattrapage pour les enseignants ayant pu composer pour raison de maladie. Mais dans tout ce débat, qu'adviendra-t-il des enseignants ayant boycotté cette composition? À ce effet, nous recevons dans ce studio Benoît Thiaro, il est donc vice-président du comité de lutte des enseignants de Lemay et du Plateau, membre également de la CSTB, la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin. Alors, la première question, monsieur Benoît Thiaro, est-ce que vous étiez à la composition? Bon, avant de répondre à votre question, je voudrais à mon tour saluer les fidèles auditeurs, remercier Soleil FM pour l'opportunité qu'on nous donne de nous exprimer au lendemain en fait de cette dite évaluation qui en fait n'est qu'un processus de licenciement des travailleurs pour répondre soi-disant à des critères de convergence et autres. Donc je voudrais saluer tous les auditeurs et d'entrée de jeu féliciter tous les enseignants qui ont résisté et qui ont tenu jusqu'au bout. Et même ceux qui n'ont pas eu le courage de tenir jusqu'au bout pour diverses raisons, je voudrais les saluer également et leur dire qu'il n'est pas encore trop tard de rejoindre le rang, de rejoindre les rangs pour qu'on poursuive le combat et obtenir la garantie de notre emploi et la sauvegarde de l'école béninoise. Vous n'étiez donc pas à la composition samedi dernier? Samedi dernier, je ne suis pas entré en salle, mais j'étais sur le terrain. J'étais sur le terrain en tant que responsable ayant appelé effectivement au boycott. Et je voudrais repréciser, je suis en fait le vice-président des travailleurs des départements de Lemay Plateau. Ce n'est pas que des enseignants. Voilà. Alors, il faut dire que j'étais sur le terrain très tôt, comme tout le monde, et déjà à 5 heures, parce que quand on est responsable et qu'on appelle ses collègues, ces militants, il faut être le premier sur le terrain. Et pour constater, de vivre, de visu ce qui se passe sur le terrain. Et j'étais sur le terrain. Et les premières remarques, en fait, c'est la militarisation de la devanture depuis l'intérieur des sites de composition. La devanture, tout était noir. En fait, des hommes en uniforme avec des armes partout qui circulaient. Des pick-up remplis donc des hommes en uniforme, comme si nous étions en temps de guerre. Voilà une psychose qu'on installe et dans ces conditions, on demande aux gens de composer. Moi, j'étais là, j'ai observé tout ça avant même l'arrivée des premiers, en fait, autour de 6 heures, des gens qui venaient dans le noir, qui en réalité, la composition doit démarrer à 8 heures, de mémoire d'homme, de ma petite expérience d'enseignant et évaluateur, j'ai été retenu pour surveiller des examens, même quand on nous appelle, c'est pour dire c'est 6h45 pour que l'appel commence à 7h. Et les candidats n'ont accès au centre qu'à partir de 7h en réalité. Mais déjà à 5h30, j'ai vu des gens cagoulés. Ils sont plutôt assidus, non? Mon œil. Des enseignants cagoulés? Des enseignants Ce ne sont pas des enseignants justement. C'est des gens déjà préparés pour créer une sorte d'effet d'entraînement à l'endroit des enseignants pour qu'ils pensent que c'est des collègues enseignants qui sont entrés et ainsi de suite. Donc, j'ai vu tout ça avant même que
les choses ne s'empirent pour que nous puissions vivre ce que nous avons vécu de partout sur tout le territoire national. Vous avez choisi de boycotter donc cette évaluation, mais ça ne vous a pas empêché de vous rendre sur les lieux de la composition. Est-ce que ce n'est pas justement pour assurer la sécurité de vos collègues ayant choisi d'aller composer que le gouvernement a certainement pris la mesure? Oui, assurer la sécurité. Est-ce que les collègues enseignants avaient dit qu'ils étaient en insécurité? Est-ce que nous qui étions sur le terrain, nous étions armés? Nous n'étions pas armés, et de tous les jours, de ce que nous savons, lorsqu'on est responsable et que vous appelez à une manifestation, à un acte donné, il faut être présent sur le terrain. Être absent, c'est de l'irresponsabilité. Et nous, comme nous ne sommes pas irresponsables, nous étions présents. Est-ce que nous sommes devenus des djihadistes pour nous attaquer à nos collègues enseignants ou quoi, pour que l'on utilise l'artillerie lourde telle que nous l'avons vue? À Parakou, il faut voir ce qui s'est passé. Est-ce que pour des enseignants à main nue, on a besoin de ça pour dire qu'on veut les sécuriser? Lorsque nous faisons le baccalauréat, lorsque nous faisons tous les examens, nous avons fait tous les examens professionnels, est-ce qu'on a eu besoin de cet armement pour sécuriser? Pourquoi n'a-t-on pas sécurisé? Pendant que nous avons fait le BAPES, on n'a pas sécurisé. Vous étiez en train de menacer également, n'est-ce pas, M. Tcharo? Nous étions en train de menacer, nous ne menacions pas. Les appels au boycott oui, avec un ton ferme. Oui, l'appel au boycott n'est pas une menace. Nous appelons et comment on appelle, les militants écoutent et adoptent le comportement qui s'y est. Donc nous ne menacions pas. C'est plutôt le gouvernement qui menaçait et qui a tout le temps menacé et est passé même bien avant l'évaluation à l'acte avec des arrestations de nos camarades, à commencer par le camarade Couto, Norbert, dans le Koufo, qui a été, c'est là où, en pleine assemblée générale, où les gens se concertaient par rapport à la situation, on a gazé nos camarades. Est-ce que si véritablement le gouvernement était rassuré de ce qu'il dit, il a besoin de faire la pression, de contraindre, de disperser les assemblées générales, les enseignants tout ça, sur leur lieu de travail. Tout ça, c'est déjà du passé, puisque nous avons déjà constaté quand même que l'évaluation a été organisée. Je ne vais pas vous demander comment s'est déroulée donc la composition, puisque vous avez choisi de boycotter l'évaluation. Mais à la fin de cette journée de composition, on annonce plus de 75% de taux de participation. Est-ce que finalement, vous n'avez pas perçu cela comme camouflé? Ce n'est pas un échec total. Permettez-moi de sourire un peu. Pourquoi vous souriez? Oui, je souris parce que nous sommes habitués. D'aucuns parleraient de la guerre des chiffres, mais nous, on est habitués. Nous ne faisons pas la guerre des chiffres. Nous donnons les réalités de ce qui est sur le terrain. Alors, quelles sont vos réalités? Je vais vous faire voir des choses. Vous allez observer. Lorsque vous prenez tous les départements du Nord, ce qui s'est passé, les salles sont restées totalement vides, ou désespérément vides pour le gouvernement. Mais on nous dit, on invente maintenant des chiffres. Regardez, je vais vous présenter quelque chose. Vous avez ici un document qui va, même si on n'est pas enseignant, en matière de statistiques, vous allez voir, vous allez tomber du ciel. Alors, nous avons là un document, une fiche qui a été imprimée pour recueillir des statistiques dans les salles de composition pour le centre. Et là, j'ai l'Atakura. Et vous avez lycée technique de Natitengou, là où les camarades ont composé. Et là, vous regardez sur ce document, déjà l'imprimé comportait le pourcentage. Vous rendez compte, à l'avance, l'imprimé comportait déjà le pourcentage avant même que l'imprimé ne vienne, avant même que l'examen et l'évaluation ne se déroulent. Oui, mais c'est plus tard que l'imprimé, on l'a rempli. Non, le document est là avec la signature des autorités. Et là, vous avez un certain Moutouama que je connais bien dans l'Atakura, chef service des examens concours. Donc, c'est lui qui a signé le document.
de toutes les façons, j'ai un certain moutoiement là. J'ose croire que c'est bien lui. À moins qu'il me démontre que ce n'est pas sa signature. Non, je vous en prie. On ne pourrait pas aller jusqu'à ce niveau-là. Je précise pour on ceux ne qui, pourrait pas aller jusqu'à... si vous permettez, je précise pour ceux qui nous suivent à la radio, puisque vous avez, que vous avez en main un téléphone portable dans lequel se trouve ce document dont vous parlez. Continuez. Alors, à partir de cet instant, donc, on doit se rendre compte que on cherchait déjà à préparer des statistiques à servir. Et quand on retourne un peu en arrière, on est déjà habitué à ça. Regardons un peu les élections législatives passées. Tout le monde a vu ce qui s'est passé sur le terrain. Même les agents qui étaient dans le bureau de vote savaient que des gens sont restés désespérément toute la journée sans recevoir 10 personnes dans leur bureau de vote. Mais à la fin, nous avons vu les statistiques qu'on nous a données. On a porté ça jusqu'à 24%. On a forcé jusqu'à installer un parlement. Vous allez répondre de façon précise. C'est pour dire que ces chiffres que le gouvernement avance, c'est archi faux. Quels sont vos chiffres à vous? Quel est le taux de pourcentage? Nous, aujourd'hui, sur le plan national, lorsque nous compilons tout, le nombre d'enseignants qui, malgré eux, sous toutes les sortes de pressions, avec l'utilisation même de l'argent, de tout et tout, s'étant rendu dans les salles pour émarger, ça ne dépasse pas 7 000 sur les 18 000 enseignants. Merci. Vigile Rancet, voilà donc la guerre des chiffres qui commence. Votre avis sur cette question, est-ce que vous sentez que ceux qui ont choisi de faire plutôt une campagne de boycott ont échoué ou bien le gouvernement a bien frappé un bon coup? Bon, on ne saurait dire qu'il y a un camp qui a échoué contre un autre. Je vois plutôt la faiblesse, et ça peut se comprendre, des enseignants, des syndicats d'enseignants qui ne peuvent pas, en même temps qu'ils contestent les chiffres, apporter eux leurs chiffres. Ils ne peuvent pas dire exactement, oui, ce n'est pas 75%. Voilà le taux que nous avons. Mais bon, quand on dit 75%, il y a une chose dont on peut être heureux, ça veut dire que même si on va radier, il y a 25% qui ne seront pas radiés. Donc, il ne faut pas que demain, on nous dise qu'on a encore radié 50%. Là, on va le ramener aux législatives avec ces chiffres pour, n'est-ce pas, je vais dire, atténuer les choses. J'espère que ça ne va pas être le cas. Vous savez, moi, j'en étais à cette réflexion-là que les enseignants connaissant ce monde, je ne pense pas que les choses allaient se passer autrement. Je ne pourrais pas tabler sur un chiffre, mais j'étais très certain, vu le contexte général dans le pays, les enseignants n'étant pas les seuls, une seule hirondelle ne pourra pas faire le printemps. Tellement de printemps étant passé sans hirondelle, je me suis dit les enseignants vont aussi se comporter de manière diverse et ça n'a pas raté. Parce que d'abord le combat est individuel dans ce cas-là. Vous savez, les Béninois n'ont pas, et surtout pas aujourd'hui, ce degré de conscience, de militantisme, où on laisse de côté les petits intérêts, n'est-ce pas, pour, disons, se pencher sur l'intérêt général, aller contre l'injustice, faire savoir telle ou telle cause. On n'en est plus là, malheureusement. Et surtout pas dans le monde des enseignants. Moi, j'ai vu les pétos, je n'allais pas dire tristement célèbres, mais bon, on sait quand même comment les dernières grèves se sont achevées. Et à la faveur, donc, n'est-ce pas, de ces évaluations, pétos s'est réapparu avec ses compères, donc, les enseignants, ils étaient démotivés déjà. Le syndicalisme ne sentait plus vraiment. Et vous avez vu les coups. Après coup, le dernier coup de grâce, c'est les centrales syndicales, n'est-ce pas, disons, je n'allais pas dire proches du gouvernement, mais quand même, écoutez pas le gouvernement qui disait la même chose que le gouvernement. Les six centrales oui. Contre la CSTB. Et n'oubliez pas, le gouvernement ne discute pas avec les enseignants. Les seuls interlocuteurs du gouvernement, ce sont les centrales syndicales. Donc, ils les ont rassurés.
Et ils ont demandé d'aller composer. C'était le dernier coup où vous mettez un peu à la place des enseignants, vous êtes perdu. Qu'est-ce que vous faites? Vous jouez votre avenir sur une seule journée. Vous jouez votre pain sur une seule journée. Qu'est-ce qu'ils font? Et, bon, quand vous avez suivi les choses jusqu'au bout, vous dites, bon, à un moment donné, ils avaient quand même obtenu quelque chose, les enseignants, globalement. Ils avaient pu obtenir, disons, une parole qui, même si elle n'est pas encore accomplie, même si elle n'est pas encore donnée, le gouvernement était dans une position où il serait difficile de ne pas tenir parole. Parce que les enseignants ont pu engager tellement d'entités. Les enseignants ont pu tellement faire promettre aux ministres, aux différents ministres, que ce serait trop gros, trop visible, que demain, n'est-ce pas, que le gouvernement mette en œuvre, comme les enseignants le soupçonnent, un certain plan de licenciement massif, même si ce plan-là existerait, moi je n'en sais rien. Même si ce plan-là existerait, il serait difficile, n'est-ce pas, de mettre cela en œuvre. Donc, face à cet état de lieu, il était difficile pour les syndicats qui appelaient au boycott d'obtenir le boycott. Nous en sommes là. Moi, ce que je pense comme pour la suite, je le dirai tout à l'heure. Sachant Yassou, des appels au boycott, finalement, le gouvernement annonce 75% de taux de participation. Quels sont selon vous les facteurs qui auront milité en faveur de ce fort taux de participation? Je ne parlerai pas de fort taux. Je disais ce matin sur titre en débat que je me méfiais des chiffres avancés par le gouvernement, tout comme je me méfiais aussi des chiffres que sortent les syndicalistes, ceux-là qui ont appelé au boycott, parce que, comme il est de tradition, chacun chercherait à avoir, comme on le dirait, midi à sa porte. Moi, j'ai d'autres sources qui me paraissent plus objectives. Crédible, allez-vous dire? C'est la source des correspondants de Soleil FM. Parce que comme à chaque fois, on a essayé de faire la veille, présent dans tous les départements, je crois pour ceux qui ont suivi nos éditions le samedi, au fur et à mesure, dans la matinée, dans le 8h déjà, ça a commencé le point dans les départements. Et me fiant à cette source qui me paraît plus objective, celle de nos correspondants journalistes objectifs, eux aussi dans le travail qu'ils font, je puis me permettre de dire que la participation était quand même moyenne. Et dire ça, c'est comme aller également dans votre sens en disant que le taux est fort. Parce que quand on parle de boycott et que l'on enregistre dans la plupart du pays que des gens... Je ne suis pas allé interroger l'identité de ceux-là qu'on a vus dans les salles de classe, comme Benoît Charo le disait, des gens cagoulés qui sont sortis à 5h30, à 6h. Je ne me suis pas intéressé à leur identité. De toute façon, des gens sont sortis, sont allés en salle, ont composé. Et selon le recoupement fait, un taux de participation qui était quand même moyen. Et vous avez demandé ce qui pourrait amener là. Le gouvernement a compris, à mon avis, que sa forme de communication qu'il avait adoptée au départ était préjudiciable à la mise en confiance, à cette confiance que les enseignants pourraient avoir dans l'initiative. Ce n'est pas pour la première fois qu'il y a eu d'évaluation avec les enseignants. Il y en a eu, on a annulé, on a voulu reprendre les enseignants vent debout, on dit jamais, vous avez évalué, on était allé, pourquoi vous voulez nous reprendre? Parce que vous avez constaté qu'on a eu un fort taux de réussite, c'est pour ça, les objectifs que vous poursuivez, vous voulez toujours les atteindre et tout ça. Donc, quand on appelle cette évaluation à nouveau, dans d'autres formes, sous d'autres formes, et qu'on dit, on voit un document, pour le moins confidentiel, circuler, un document signé de ministres, pouvant être présenté en conseil des ministres, qui, en un premier point, presque abordait la situation d'évaluation des enseignants, le sort qui serait réservé à ces enseignants, d'abord dit, avant même évaluation, on suspend tout contrat. Avant de les évaluer, on rend tout contrat avec ces enseignants, on passe à l'évaluation. Après l'évaluation, ceux qui seraient meilleurs auraient tiré leur épingle du jeu, deviendront agents permanents de l'État. Les autres, bon, après on les rappellerait, on ferait une autre évaluation. Quand on a vu la feuille de route, les différentes étapes qui étaient sur ce document confidentiel, il n'y avait pas de doute sur les intentions du gouvernement. En tout cas, ça ne mettait pas en confiance les enseignants. Et puis tout de suite, il y a eu la résistance qui a commencé. Par la suite, on a eu une émission sur
ici même en studio, où on recevait, là où est assis Benoît Charo, le secrétaire général Kassa Mampo, j'ai remarqué, et c'est ça que je salue peut-être de l'attitude de ceux-là qui sont au gouvernement, qu'ils ont tiré beaucoup de choses, beaucoup de propositions qu'on a eu à faire pendant cette émission, comme quoi il ne fallait pas dire qu'on rend le contrat. Il fallait promettre aux enseignants que vous restez en contrat, on finit l'évaluation, on identifie les faiblesses, on renforce les faiblesses, on vous garde votre salaire, il n'y a pas de rupture de contrat quelque part. C'est après ça que la communication a changé. Et on a commencé par dire, oui, on ne va pas rompre vos contrats, vous irez composer d'abord une première vague, tous ceux qui auront une note supérieure ou égale à 10 deviendront APE, ceux qui auraient des notes inférieures ou inférieures à 10, je dirais, on va poursuivre une formation avec eux, on va les garder en situation de classe jusqu'à ce qu'il y ait une autre évaluation. Voilà. Et après et tout. Pour connaître de leur sort. Et quand on commence par dire ça, et qu'on déploie des ministres sur le terrain, des ministres qui ont été renforcés par des députés, qui font des promesses, qui cherchent à convaincre de la bonne foi du gouvernement, de ce qui ne va pas procéder à un licenciement, on commence par calculer. Et le gouvernement également a calculé sa dose. Vigile disait tout à l'heure qu'il parlait de confédération syndicale proche du gouvernement, mais tout au moins qu'il disent la même chose que le gouvernement. Ce n'est pas pour rien que, à la veille de cette évaluation, vous avez constaté 6 centrales syndicales. Jeudi dernier. 6 confédérations. Proche de l'opinion du gouvernement. 6 confédérations syndicales se réunissent. Moi, j'avais cru qu'il n'y avait pas eu point de presse. Il y a eu un communiqué qui a circulé. C'est pas la suite qu'on m'a dit. Il y a eu point de presse. Et voyez le traitement. Il y a des indices. Il y a des lieux où, quand vous lisez l'actualité, vous faites une idée des sources. Les syndicalistes ont tenu leur point de presse dans la journée. Et puis le soir, déjà, on m'a dit que le RTD en faisait le compte rendu. J'ai souri. Je me suis dit, mais c'est des situations que nous n'enregistrons pas souvent. C'était inédit. Dans d'autres situations, mais dans d'autres circonstances, vous n'aurez pas ce point. On va aller voir ceux qui ont fait le relais sur les réseaux sociaux. Les journaux également. Oui, tout de suite. Et qui a peut-être financé la conférence. Tout était aligné pour qu'on comprenne que derrière ces actions de communication, derrière ces descentes et tout, le gouvernement voulait jeter le doute, faire douter ceux-là qui étaient pour le boycott dès le départ et les amener à rejoindre les centres. Et ça n'a pas... Ça a marché. Ça a marché. Est-ce que, alors, vous pensez que ce sont en face plutôt une méconnaissance de la communication de la part des syndicalistes qui appelaient au boycott, ne prenaient pas forcément en compte l'évolution de la situation, la réadaptation du gouvernement sur la communication qui a fait échouer leur action? Je ne dirais pas qui a fait échouer leur action. Eux, ils n'ont fait que ce qu'ils pouvaient faire. Mais en face, Virgile vous a dit que la lutte était d'abord individuelle avant d'être collective. Quand on vous dit, Joël, on va rompre votre contrat si jamais vous ne vous présentez pas. Si vous n'y allez pas, c'est considéré comme faute grave. Et puis, vous serez considéré comme des missionnaires et tout ça. Et vous regardez derrière, vous voyez le nombre de personnes déjà licenciées, votre famille et tout, qu'est-ce que vous allez devenir par la suite. Chacun commence par dire ma tête, comme on le dirait en langue. Tout le monde n'a pas le courage, et je salue d'ailleurs le courage de Benoît Charo. Ce n'est pas facile de boycotter, de venir sur un plateau, d'assumer publiquement. J'ai déjà boycotté. La radiation peut commencer par eux. Maintenant, à ces enseignants, et j'espère, comme Vigile l'a dit, que le gouvernement cette fois-ci tiendra parole. Parce que quand moi j'ai pris l'argumentaire, on s'est évité de faire certaines émissions de un moment donné pour ne peut-être pas dire apparaître comme des gens qui prennent position. Quand vous prenez l'argumentaire que le gouvernement dresse pour rassurer les enseignants, vous allez constater que c'est paradoxal à l'objectif que lui-même poursuit. Il dit, il y a des carences. On constate que vous n'encadrez pas bien les enfants. On va vous évaluer. Maintenant qu'on va vous évaluer, ceux qui seront meilleurs deviendront APE. Ça, c'est ce que vous voulez. Vous voulez la bonne graine désormais. Et vous avez cette bonne graine. La mauvaise graine que vous voulez séparer, comme on le dit, le bon grain de l'ivraie, la mauvaise graine que vous voulez séparer, vous dites que cette mauvaise graine, vous allez la maintenir en situation de classe, au contact des apprenants. Elle va continuer par travailler avec les apprenants, cette mauvaise graine. Vous allez faire une autre évaluation. Ceux qui seraient meilleurs auront 10 et plus, rejoindront la vague de ceux qui sont devenus APE. Et le reste de la mauvaise graine, la souche de la mauvaise graine là, vous allez lui demander de choisir quelque part où elle voudra être elle-même. Entre la police et entre la douane et les impôts, comme dirait quelqu'un. Et vous pensez que ceux-là que le gouvernement a voulu extraire de l'enseignement, il va désormais accepter les greffer dans un autre service public pour qu'ils continuent de faire preuve de la même médiocrité qu'ils ont démontré de là jusqu'ici? C'est paradoxal. Et moi je me dis, j'attends de voir si le gouvernement tiendra parole à propos. Et s'il ne le fait pas, on va tirer donc les conséquences. Monsieur Benoît Charo,
Vous avez boycotté l'évaluation, un peu comme quelques-uns de vos militants. Alors, aujourd'hui, le ministre des enseignements maternels et primaires a été clair. Ceux qui ont boycotté l'évaluation auront choisi délibérément de quitter la fonction publique. La session de rattrapage ne concerne que ceux qui peuvent se prévaloir de leur état de santé défaillant. Aujourd'hui, que vous reste-t-il à faire? Accepter et subir la radiation ou est-ce que vous avez un recours gracieux à envoyer au gouvernement? Merci. Et avant d'en venir à votre question, je voudrais compléter les facteurs. En fait, pour qu'on fait croire que les gens sont allés composer, même quand j'ai parlé des cagoulés, il faut dire en réalité, ceux qui sont allés à cette heure-là, ce n'étaient pas des enseignants. Donc, ils n'ont pas composé. Ils sont ressortis aussitôt que la police est venue, ils ont créé l'effet d'entraînement pour ceux qui n'ont pas eu le courage d'assumer ce que nous nous sommes dit tous ensemble. Ils se sont retirés et ça a créé même problème à Calavi, sur le site de Calavi, où au moment où ils allaient se retirer, la police qui a reçu instruction de ne personnes sorties, d'emprisonner les gens dedans pour pouvoir obtenir des statistiques au lycée technique. Là où j'étais, dès que les gens sont entrés, ils n'avaient même pas de bic. Et on lui passait un bic, on remplit le problème des forces de l'ordre, leur mission. Prenez, ils n'ont qu'à remplir la liste de présidents, ils n'ont qu'à signer. Tu es là, tu peux composer comme tu peux ne pas composer. Leur objectif c'était la liste de présidents. Est-ce que vous voulez dire que les individus cagoulés dont vous parlez ont émergé sur la liste? Oui, c'était pour la plupart pour créer l'effet d'entraînement et ils sont sortis. Au moment de sortir à Calavi, la police a refusé. Il a fallu que le chef de la police des opérations vienne souffler que ah non, ça laissez ces jeux et avant que ces gens-là ne soient libérés et qu'ils sont sortis. On a vu tout ça. Nous, comme j'étais au lycée à Porte-Nouveau ici, de mes camarades étaient sur tous les autres sites. Maintenant, au-delà de ça, il y a la terreur. Vous savez que nous avons affaire à un gouvernement autocratique, un gouvernement de terreur depuis un temps, qui terrorise, qui fait peur. Et c'est la méthode. Donc, il y a également les facteurs, au nombre des facteurs, la terreur des gens. Et comme le journaliste M. Satunien l'a dit, on a menacé les gens, on va radier. Et cette terreur également a eu effet sur nos familles, nos épouses, nos époux. Les gens font pression sur vous. Ah, il faut aller composer, il faut, sinon, on va vous radier. Donc, la pression familiale, les pressions de toutes sortes ont fait que quelques-uns, effectivement, à contre-cœur, sont allés. Mais ils regrettent déjà. Il y en a qui regrettent déjà. Ils auraient quand même échappé à la radiation. Et là, rien ne nous dit encore qu'ils ont échappé à la radiation. Parce que l'objectif du gouvernement, c'est de réduire la masse salariale. Ce gouvernement ira là. Parce qu'en réalité, quand vous parlez de radiation, le gouvernement, le ministre a dit, sur quel texte, puisqu'on nous dit, et c'est une faute grave, dans les textes qui régissent la fonction publique, dans les textes qui régissent le statut particulier des enseignants, dans le décret même qui nous concerne, portant le régime de gestion des contractuels de l'État, il n'y a nulle part où il faut faire asseoir un enseignant pour le faire composer sur table, pour dire qu'on l'évalue et que cela constitue, s'il ne faisait pas, ça va constituer une faute grave. Le modèle d'évaluation, le format d'évaluation de l'enseignant, tout est dit. Et dans tous les documents officiels, nulle part ce que le gouvernement a fait n'existe. Donc c'est de l'illégalité. Le gouvernement qui veut continuer dans ce sens, radier dans ce sens, fait de l'arbitraire. Et comme ce gouvernement est habitué à de l'arbitraire, nous saurons puiser les ressources qu'il faut pour nous opposer à l'arbitraire. Mais vous êtes en nombre réduit actuellement. Nous ne sommes pas en nombre réduit. Apparemment, 14 000 sont allés composer. Est-ce que vous n'assumez pas publiquement? Est-ce que vous n'assumez pas finalement, vous m'excusez, mais une certaine organisation de vos syndicats qui aurait échoué finalement à contraindre le gouvernement à replier? Il n'y a pas d'une organisation au niveau de nos syndicats. Et quand vous avancez le chiffre de 14 000, ça c'est les chiffres tronqués. Je vous dis, il n'y a pas eu plus de 7 000 enseignants ayant réellement composé.
11 000 sont restés à la maison. Non, en tout cas, n'ont pas composé. Ça, c'est la réalité du terrain. Et vous pouvez maintenant, lorsque vous avez écouté ce que Statuné a dit, les syndicalistes ou les confédérations accompagnatrices et qui ont même menacé leurs propres militants, mais nous avons au lendemain, les conséquences sont là. Il y a des démissions. Il y a des problèmes où le type sait que, mais face à ma carrière, si je continue pas à suivre mon chef confédéral qui, lui, pour des raisons données, ne pense pas me protéger, c'est grave pour moi. Les gens ont commencé par prendre de la distance vis-à-vis de leurs responsables confédéraux. Parmi les 6 centrales, les 6 confédérations ou centrales syndicales, il y a leurs syndicats de base qui étaient avec nous dans le boycott. Et ce qui constitue l'épine dorsale même de leur syndicat. Quand je prends la COSI, au sein de la COSI, ce qui était là, c'est l'épine dorsale même de la COSI. Mais ils étaient dans le boycott. Même depuis la première phase, c'est des gens que je salue au passage, de leur courage, de pouvoir se détacher et de suivre leur carrière et l'école. Vous dites que vous allez donc pouvoir trouver les moyens pour résister aujourd'hui concrètement. Est-ce que vous avez pensé à l'après-évaluation? Est-ce que vous avez mis sur la balance tous les schémas possibles? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Je continue d'évoquer ce chiffre quand même que vous refutez, les 4 000 enseignants qui sont au-dessus du Caire. Finalement, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Non. Il nous reste naturellement à continuer notre mobilisation et le combat comme nous l'avons commencé. Et ceci en faisant également appel, comme on l'a toujours fait, à toutes les couches de la population pour que chacune des couches comprenne que ce que nous défendons, ce que nous voulons préserver, c'est cette République qui passe par la préservation du système éducatif. Parce que ce qui est en train de venir, c'est la privatisation de l'école publique qu'on veut confier à des privés, et nulle part au monde, même dans les pays les plus capitalistes, aucun pays n'a confié son système éducatif à des structures privées. On peut, à la rigueur, c'est des privés qui créent des écoles, mais qui restent sous le contrôle de l'État. C'est l'État qui définit les programmes, l'orientation et suit. Et vous, en tant que privé, vous créez une école. Vous restez dans ce schéma-là et vous êtes contrôlé par... Mais on ne confie pas l'école, la gestion des structures privées à un privé. Donc c'est ce qui est en réalité à craindre et c'est pourquoi nous nous battons. Est-ce que vous êtes sûr que vous avez aujourd'hui tous les moyens de votre combat? Parce qu'on sait que vous n'avez que 10 jours par an de grève. Aujourd'hui, les attroupements non armés sont complètement déclarés donc prohibitifs dans ce Bénin. Donc vous n'avez pas la possibilité d'envahir les rues pour manifester. Est-ce que vous êtes convaincu que vous avez les moyens aujourd'hui de votre combat? Les attroupements non armés, ça c'est déjà un texte qui est déjà déchiré dans les faits. Attroupement non armé ou tout ça. Nous, c'est déjà déchiré dans les faits. Les enseignants l'ont démontré. Toute la période qu'a duré la campagne, nous avons fait nos assemblées générales. Autrefois, c'est pour ça que le camarade Aïmassé a été arrêté, a été mis en prison inutilement pour simplement avoir dit aux femmes, aux bonnes femmes du marché Ouanou, venons sauver la République devant l'Assemblée. Mais là, le rassemblement n'avait même pas eu lieu, mais pourtant on l'a arrêté. Il faut des gens comme celui-là pour sauver la République. Quand il a fait ça, plus tard, l'honorable député du PRD est allé dans le même marché. On l'a interpellé. Est-ce qu'elle a été arrêtée? Il a fallu Aïmassé pour sauter ce bouchon-là. Et c'est comme ça que ça se passera. Aujourd'hui, le gouvernement qui veut utiliser la force a des limites. Un pouvoir qui utilise la force, il y a des limites. Le peuple saura puiser des ressources nécessaires. On l'a vu. Le PRPB était plus caïd que ça. Il a été renversé. Et je suis sûr que le pouvoir de Talon, ce n'est plus loin. Il va se souffler et bientôt, la lueur va revenir. Monsieur, et ce qu'on dit, on veut radier, on veut pas... Des gens font, l'école va renaître, chacun va souffler de la plus belle manière. Et je demande aux enseignants de garder courage, de garder leur énergie pour la suite du combat. Vous n'avez aucun regret? Aucun regret. Parce que nous n'avons pas voulu accompagner l'illégalité. D'accord.
préservons la Brigitte légalité. Lavancet, malgré le contexte dont vous avez parlé, ces enseignants restent gonflés à bloc et veulent alimenter la résistance. Je dirais que c'est quand même difficile dans leur posture aujourd'hui parce que il est très probable que en évoluant le gouvernement, malgré ce que le ministre a dit, à savoir que seuls les malades auront droit à une évaluation de rachat, il est très probable que le gouvernement donne une seconde chance, n'est-ce pas, à ces enseignants, comme vous les appelez, résistants. Parce que quand vous voyez les choses, vous n'arrivez pas à même dans Benoît ce Charot contexte, ils iront composer. Il est très probable que même si il est difficile pour des gens comme Charot, des gens comme Jean-Marie, ces figures, n'est-ce pas, du boycott, d'aller composer, de rebousser chemin de sitôt. Mais il est probable que si la composition c'est samedi prochain, après avoir menacé de les renvoyer, que le gouvernement finit par lâcher prise et dit bon, allez composer. Ça, c'est pas difficile à jouer dans la République. Il n'est pas impossible que dans les jours à venir, que vous voyez des intercessions en faveur, n'est-ce pas, de rachat, d'indulgence. C'est pas difficile à jouer. Et ce qui a le plus payé, c'est l'élément psychologique. Parce que la décision de boycott est d'abord personnelle. Et ici, plus personnelle qu'aller en grève, par exemple. Il s'agit, n'est-ce pas, de l'avenir, il s'agit du pain. Et donc, le gouvernement a compris, et vous allez voir, il jouait sur l'élément psychologique. Il fallait semer le plus de doutes possible dans le cœur des enseignants, des concernés, et qui est en doute, qui est envahi par le doute, était gagné déjà par la composition, était gagné par l'évaluation. Je crois que c'est ce qui a plus marché. Moi, je connais beaucoup d'enseignants qui ne partagent pas, disons, les arguments du pouvoir, les arguments du gouvernement, qui parleraient exactement comme Benoît Charot, mais qui ont à la fin pris la décision d'aller composer, vu le rapport de force, vu que, eh bien oui, Benoît Charot et les autres pourraient avoir raison. Qui sait, dans 5 ans, dans 10 ans. Non, je ne vous souhaiterais pas dans 20 ans. Mais la traversée du désert, n'est-ce pas? Quand ils ont pesé, quand ils ont reçu, comme il a dit, les pressions de gauche à droite, ils prennent la décision et ils n'ont pas assez de temps. Il faut aller composer, il ne faut pas aller composer. Bon, voilà. Donc, ça a été fait. Et il n'est pas impossible. Parce que l'autre aspect qui se joue, c'est également la guerre des confédérations. Et n'est-ce pas que si le gouvernement donnait la possibilité, si le gouvernement changeait les donnes en se montrant, voilà, le gouvernement magnanime avec un grand cœur, n'est-ce pas, pour les enseignants, leur disait, ok, vraiment, je vous donne la dernière chance, allez composer. Il mettrait également la confédération de Kassamampo en difficulté parce que c'est sûr il y aura encore d'autres gens qui sont... Et je ne vais plus vous apprendre que dans tous les cas, un gouvernement n'aime pas des confédérations comme celle de Kassamampo. Donc s'il trouve des stratégies pour avoir sa peau... Donc moi je parie sur le fait que oui, malgré que le président compétiteur n'est l'indéfiable, il est probable que, eh bien, on donne une seconde chance à ces gens-là. Et il est probable que les enseignants aient composé. Parce qu'ils ont déjà vu, la majorité de ceux qui ont composé, malgré les chiffres, il semble qu'ils ont quand même composé. Il y avait un record. Sadio Dassou, rapidement, est-ce que vous pensez que le syndicalisme de base, comme on le dirait, se fragilise? C'est pourquoi on a assisté à ce que nous avons vu là. Ce n'est pas propre à la situation des dernières évaluations des enseignants. Depuis, le gouvernement a mis un coup de pied dedans et tout est parti. On a fragilisé le syndicalisme. On a dépourvu le syndicalisme de ses moyens de lutte. On a rendu le syndiqué vulnérable. Et quand le syndiqué se trouve vulnérable jusqu'au point... Avec la loi sur l'embauche, le code du travail et tout ça. Tout ça, la vulnérabilité jusqu'à la décision que devient celle individuelle d'aller composer ou de ne pas aller composer. Donc, de s'exposer soi-même, être radié.
On a parlé des moyens de pression que le gouvernement a mis. Je voyais certains signes, je riais. Quand j'ai vu quelques jours avant l'évaluation, le gouvernement a eu cette idée magnanime d'éditer la liste de l'ensemble des enseignants attendus dans les centres de composition. Et ça a commencé par circuler. C'est laborieux de lire une liste de 18 000 enseignants, là, à primaire, secondaire. Vous avez l'entête et puis tout est là. Cela vous a dit que vous ne pouvez pas y échapper. Vous ne pouvez pas dire, je ne savais pas, parce qu'on a dit, bon, en temps, si vous ne voyez pas votre nom, considérez que on a encerclé, on a isolé, ils étaient là, quoi. Et puis, tu dois savoir que ce n'est pas ton nom est là. Si on ne te voit pas, c'est pas un mouvement de masse, on va dire, bon, allez, est-ce qu'on peut, et tout ça. Il y avait toutes ces manœuvres qui ont été mises en œuvre. Et quand on sort de là, on voit la situation, comme j'étais en train de le dire, précarisation, vulnérabilité, des lois qui ont été sautées, qui ont été votées, la grève, pas besoin. Cela veut dire, vous serez radiés et votre confédération syndicale n'aura même pas les moyens de vous défendre. Donc, il faut y aller. On va finir cette émission. Et la première nouvelle, parce que ce qu'on ne dit pas, peut-être, c'est que la correction des copies a commencé aujourd'hui. La correction des copies a commencé aujourd'hui. Et la première nouvelle qui nous vient, c'est qu'il y a de mauvaises notes. Je ne dirais pas en pagaille beaucoup seront admis en formation. Comme on le dirait dans la rue. Il y a des 4, des 5. On n'a pas cru quelques centres. Beaucoup seront admis en formation. C'est ce que vous voulez dire. Alors, monsieur Benoît Tcharo, nous allons finir rapidement, en 1 minute avec vous. Si la seconde chance s'offre à vous, est-ce que vous la saisissez ou pas? Avant de venir à votre question, je sais qu'on a fini l'émission, mais je voudrais rappeler que la radiation dont on parle et autres, ce gouvernement passera. On a vu sous le PRPB, des gens ont été radiés, mais réhabilités, et les rappels, tout est tout donné. Et moi, je parie que ce gouvernement passera. Et tout ce qu'il fait d'illégal, ça serait remis en ordre. Et un gouvernement digne des travailleurs se mettra en place. La seconde chance, vous la saisissez? Non. Nous continuons par dire que nous n'allons pas aller dans l'illégalité. Si on nous évalue dans ce qui est prévu, nous sommes prêts. Aujourd'hui, je suis fier d'être radié, pas parce que je suis incompétent, mais parce que j'ai refusé d'accompagner l'illégalité. Oui, même si ça venait, moi, je suis fier. Je serais fier d'être radié parce que j'ai refusé l'arbitraire. J'ai refusé l'arbitraire et l'illégalité. Parce que mes enseignants, ceux que j'ai formés aujourd'hui, c'est des professeurs comme moi, sont dans des ministères. Ils savent que je ne suis pas incompétent. Merci infiniment à vous, Benoît Tcharo. Je rappelle que vous êtes le vice-président du comité de lutte des travailleurs des départements de Lemay du Plateau, membre de la CSTB. Vous avez boycotté, tout comme quelques-uns de vos militants, la composition d'évaluation diagnostique projetée par le gouvernement et organisée le samedi 24 août dernier. Merci également à vous, Satoune Diassou. Merci à vous, Vigile Avancé. L'intégrale, ici, nous mettons un terme à cette émission. On se retrouve encore demain.